Docteur Myriam Bizran. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Donc, qui est chirurgienne thoracique et cardiovasculaire. Donc, le docteur Myriam, juste pour un peu parler de son parcours, c'est une femme très inspirante, donc un cher maître pour nous. Donc, elle a eu à faire sa médecine générale au Maroc. Ensuite, elle a eu à venir se spécialiser à Dakar, donc en chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Puis, a fait 2 ans en France en chirurgie cardiaque et vasculaire à Clermont-Ferrand. Donc, actuellement, elle est retournée au Maroc. Elle est chirurgienne cardiaque au Maroc. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous l'accueillons ce soir parmi nous. Donc, sans plus tarder, juste, je vais vous rappeler les règles. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander de garder vos micros fermés pour que la séance se déroule le mieux possible. Et tout au long de sa présentation, vous pourrez donc poser vos questions au niveau du chat. Et pourquoi pas à la fin donc de sa présentation, nous donnons la parole à ceux qui voudront bien poser des questions donc, par rapport à sa présentation. Donc, il suffira juste de lever la main pour qu'on vous accorde la parole. Donc, merci beaucoup. Sans plus tarder, docteur Myriam, oui. Je vous laisse commencer. Merci beaucoup pour ces présentations, Anna. Ça fait plaisir. Je suis honorée d'être parmi vous ce soir. J'espère que la présentation sera intéressante et sera à la portée de tout le monde. Je vais d'abord juste tester, voir si vous arrivez à voir mon écran. Alors. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, la présentation, enfin les diapositives? Oui, très bien. Donc, bonjour à tous. Je suis très ravie d'être là, de vous parler un petit peu d'un sujet qui paraît plutôt simple pour tout le monde, mais qui est quand même assez important parce que pour nous, c'est la chirurgie. Pour la chirurgie ou notre métier, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Pour le patient, c'est une journée exceptionnelle, c'est tout un séjour, enfin pas qu'une journée, mais plusieurs jours. C'est une expérience exceptionnelle. Il est stressé, il est inquiet, anxieux. Donc, la meilleure des choses pour le mettre en confiance, c'est de maîtriser tout le parcours, de savoir toutes les étapes par lesquelles le patient doit passer pour pouvoir, d'un côté, mieux le prendre en charge, d'un autre côté, mieux lui expliquer dès les premières rencontres avec le patient. Et tout ça, ça va permettre un petit peu de diminuer l'anxiété et l'inquiétude. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer. Donc, nous allons parler du parcours du patient en chirurgie cardiaque, de la consultation jusqu'à la convalescence. On va essayer d'être un peu simple. Donc, il y a plusieurs étapes par lesquelles le patient passe durant cette expérience. Donc, d'abord, il y a les consultations préopératoires avec le chirurgien et l'anesthésiste qui vont permettre, donc toutes ces étapes, on les détaillera par la suite, qui vont permettre de définir l'intervention, d'évaluer les risques, d'expliquer au patient comment tout son parcours va se dérouler. L'hospitalisation et la préparation, ça se passe à peu près 48 heures. Excusez-moi, il y a eu des petits problèmes de mise en page, mais inattendu. Donc, c'est une admission qui se fait généralement 24 à 48 heures avant l'intervention et dépendamment, enfin, ça dépend des centres et qui permet de faire le point un petit peu sur le patient avant de l'emmener au bloc, qui est la 3e étape. Et ensuite, en réanimation, donc c'est l'étape après le bloc où il sera réveillé tranquillement, surveillé. Une fois qu'il sera jugé apte à sortir en chambre, donc il ira en hospitalisation où il bénéficiera de la suite des soins jusqu'à ce qu'il soit apte à sortir. Donc, la première étape, c'est la consultation préopératoire. Donc, elle se fait
Donc, il y a deux intervenants principaux. C'est le chirurgien cardiaque, donc qui va bien évidemment procéder à l'examen clinique, à l'anamnèse, pour pouvoir un petit peu remplir le dossier du patient, avoir une idée sur l'état global de la situation. Et par la suite, c'est une étape qui est très importante, c'est les explications. Donc, le chirurgien doit vraiment veiller tout d'abord à expliquer la pathologie au patient, c'est-à-dire lui expliquer sa maladie, les risques que sa maladie auxquels il peut être exposé s'il laisse sa maladie évoluer de façon naturelle. Il va lui expliquer tout le parcours là dont on va parler aujourd'hui. Il faut lui expliquer ça durant la consultation, expliquer la technique chirurgicale qu'on va utiliser chez ce patient. Et si, par exemple, pour certains patients, il y a deux techniques qu'on peut proposer ou deux techniques faisables, il faut toutes les deux les expliquer au patient et le laisser choisir et puis l'aider à choisir aussi. Il faut bien évidemment, et c'est très important, toujours finir cette consultation par une évaluation des risques, c'est-à-dire il faut déjà avoir une idée sur le risque chirurgical encouru par ce patient et pour ça, il y a des scores, mais on ne va pas entrer dans ces détails-là. Et ensuite, il faut expliquer au patient que cette chirurgie-là, elle lui permettra de soigner sa maladie, mais elle n'est pas sans risque. Et il faut toujours détailler tous les risques qui sont liés à la chirurgie. Donc, personnellement, j'ai l'habitude de leur détailler tous les risques en commençant par le décès, en passant par les infections, l'AVC, tout ça. Donc, tout doit être expliqué au patient pour qu'au moment où il donnera son consentement, que ce soit éclairé et qu'il ait conscience de la situation. Donc, et bien évidemment, on finit par fixer la date de l'intervention, mais là aussi, ça dépend des centres. Dans certains centres, la date de l'intervention est fixée à la fin de la consultation. Dans d'autres, en fait, les patients sont juste renvoyés chez eux après la consulte et ils seront convoqués une fois que la programmation sera faite. Le deuxième intervenant principal, c'est l'anesthésiste réanimateur qui fera une consultation préanesthésique, la CPA. Donc, lui aussi, il va un petit peu collecter tous les antécédents, faire un examen clinique qui lui permettra de lui préparer son côté anesthésie le jour de la chirurgie. Il passera en revue tous les traitements du patient pour en ajuster certains et bien évidemment demander au patient ou bien spécifier au patient quels sont les médicaments à arrêter avant l'intervention, combien de jours avant et quels seront les relais, si relais il y a, comme par exemple les patients qui sont sous anticoagulants. Donc, bien sûr, l'anesthésiste réanimateur ou bien aussi le chirurgien peuvent donner certains conseils de préparation, comme par exemple la kinésithérapie respiratoire pour certains patients qui en auront besoin pour éviter les complications respiratoires par la suite. Insister sur l'arrêt du tabac parce que là, ça expose à des complications respiratoires après la chirurgie. Insister sur l'équilibre du diabète parce que, bien évidemment, un diabète mal équilibré égale une mauvaise cicatrisation, une mauvaise récupération et donc exposition au risque d'infection, ce qui est un petit peu très contraignant en chirurgie cardiaque. C'est des patients qui sont immunodéprimés en post-opératoire et qui seront difficiles à gérer. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier le bilan préopératoire qu'on détaillera après, qui doit être remis au patient après ces deux consultations. Donc, à Dakar, on avait l'habitude de donner le bilan préopératoire lors de la consultation de chirurgie. Dans d'autres centres, c'est l'anesthésiste qui s'en occupe, mais de toute façon, il faut s'assurer que le patient ait son bilan préopératoire. Il y a d'autres spécialistes auxquels on peut avoir recours en consultation préopératoire en fonction de l'état du patient, en fonction de la chirurgie qu'il aura, en fonction des pathologies et du terrain du patient. Donc, concernant le bilan préopératoire, il est important qu'il soit récent par rapport à la chirurgie, donc pour éviter, tout simplement parce que un bilan préopératoire normal aujourd'hui peut ne pas l'être dans 6 mois. Donc, il faut vraiment que ce soit récent. Le plus important avant une chirurgie cardiaque, c'est la consultation ORL et la consultation en médecine dentaire pour
éliminer tout foyer infectieux, parce que tout foyer infectieux peut exposer à une infection post-opératoire, et notamment les endocardites, surtout dans notre contexte où on a beaucoup de patients valvulaires, donc chez qui on va mettre des prothèses valvulaires mécaniques, et donc s'ils ont un foyer infectieux au niveau de la sphère ORL, et ben l'endocardite, le risque d'endocardite est très élevé. Bien évidemment, on peut aussi envoyer les patients chez un pneumologue ou un endocrinologue si c'est des patients qui ont des BPCO ou c'est des patients diabétiques pour pouvoir rééquilibrer leur pathologie avant la chirurgie. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les éléments qui font partie du terrain, qui fragilisent le terrain du patient, doivent être équilibrés avant la chirurgie cardiaque. Dans le bilan préopératoire, il y a aussi l'imagerie. Bon, j'ai mis l'ECG dedans, c'est pas vraiment une imagerie, mais bon, on le mettra dedans, donc c'est très important d'avoir le CG. L'échographie cardiaque, bien évidemment, qui permet de faire le diagnostic et d'évaluer la gravité de la maladie et aussi de poser l'indication de la chirurgie. La radiographie thoracique aussi, ces 3 éléments donc, sont très importants avant la chirurgie cardiaque. Tous les patients doivent les avoir. Maintenant, en fonction de l'âge du patient et de la chirurgie dont le patient va bénéficier, on peut aussi ajouter la coronarographie et l'échographie des troncs supra-aortiques. La biologie également, donc pas la peine d'entrer dans tous les détails, mais en tout cas le bilan hépatique, rénal, l'état présence d'une anémie aussi doivent être évalués pour voir si le patient n'a pas besoin d'une transfusion avant. Le groupage sanguin qui est très important, c'est une chirurgie qui est, comme on dit, saignarde, qui peut être très hémorragique et durant laquelle on pourra avoir besoin de poches de sang. Et généralement, avant chaque chirurgie, on prépare toujours 1 à 2 poches de sang en réserve. Le test d'EME, bien évidemment, parce que les drépanocytaires sont très difficiles à gérer en chirurgie cardiaque. Donc, il y a des centres spécialisés qui opèrent les patients drépanocytaires SS qui ont des techniques qui évitent un peu la survenue de crises drépanocytaires, de thrombose et d'embolie. Donc, il est très important de dépister cette maladie avant la chirurgie. Donc, ça, c'était en préopératoire. Donc, maintenant, une fois qu'on a fixé la date de la chirurgie, on convoque le patient. L'idéal, c'est 48 heures avant. Donc, on l'accueille, on l'installe en chambre, on récupère tous les documents du bilan préopératoire qu'on lui a demandé. On revérifie tous les traitements qu'il consomme. On vérifie qu'il a arrêté les médicaments qu'il ne devrait pas consommer avant la chirurgie. On vérifie également que le consentement a été signé, donc c'est très important, et que le patient a bien compris la chirurgie dont il va bénéficier. L'anesthésiste et les chirurgiens doivent repasser la veille de la chirurgie pour réévaluer tout cela, pour réexpliquer au patient et pour réajuster les derniers petil détails. Donc, il faut bien évidemment, si le bilan du patient n'est pas complet, il faut le compléter. S'il manque un ECG ou une analyse biologique, donc il faut veiller vraiment à tout avoir avant la chirurgie. Aucun détail ne doit être laissé au hasard. Il faut être vraiment très rigoureux par rapport à cela. Donc, on le prépare également physiquement. Donc, dans certains centres, il y a des kinésithérapeutes qui passent avant pour montrer un peu au patient quels sont les gestes qu'il devra faire après la chirurgie, et tant sur le plan physique, mobilité, que sur le plan respiratoire, pour faciliter un petit peu le patient, l'intégration des informations chez le patient. Donc, la veille de la chirurgie ainsi que le matin même, le patient doit faire une douche avec un antiseptique. Généralement, on utilise la bétadine mousseuse. Donc, il prend une douche la veille et il la prend le matin. Et on rase toute la partie, c'est-à-dire le thorax, qui servira de site opératoire. Donc, une fois que tout cela est fait, donc le patient est prêt pour la chirurgie. Donc, c'est le grand jour. Donc, la chirurgie se déroulera en 3 phases. Donc, d'abord, le patient sera accueilli au bloc. Ensuite, il bénéficiera de l'intervention. Et ensuite, donc, il y a la fin d'intervention. On verra chaque étape en détail. Donc, l'accueil au bloc se fait par l'équipe qui est constituée des médecins et infirmiers, aussi bien l'infirmier
du bloc opératoire qui aide le chirurgien que l'infirmier anesthésiste qui aide le médecin anesthésiste réanimateur. Donc, l'identité est vérifiée. On vérifie aussi que le patient sait de quoi il va être opéré. Une fois que tout cela est vérifié, donc le patient est installé sur la table opératoire et on commence, comme on dit, à le techniquer. Donc, tout d'abord, on met les patchs qui permettent de monitorer la fréquence cardiaque, la saturation et la tension artérielle. On prend une voie veineuse périphérique. On prend également une voie veineuse centrale. C'est ce qu'on appelle, c'est le KTC, le cathéter central, généralement au niveau de la jugulaire, comme vous voyez sur l'image en bas à droite. On prend également une voie artérielle, comme vous voyez sur l'image du milieu, qui nous permet d'évaluer la tension artérielle en direct. C'est-à-dire que, bon, avec un brassard, il faut attendre quelques secondes avant d'avoir vraiment la tension artérielle qui n'est pas vraiment exacte. Avec le cathéter artériel, on a une tension directe en live au fur et à mesure que la chirurgie avance et ça permet une surveillance rigoureuse durant la chirurgie. Il y a également une sonde thermique qu'on place pour permettre de surveiller la température du corps du patient. Donc ensuite, une fois que tout est techniqué, tout est bon et qu'on s'assure que toutes les constantes du patient sont correctes, donc on commence l'intervention qui généralement l'abord, on va pas aller dans les détails de la chirurgie, mais l'abord généralement chirurgie cardiaque se fait par sternotomie comme vous voyez sur l'image à droite. Donc certaines chirurgies se font par thoracotomie. Donc une fois que la sternotomie est faite et que le cœur est exposé, donc dans la plupart des cas, on met le cœur sous CEC. La CEC, c'est la circulation extracorporelle, c'est-à-dire qu'on met des petits tuyaux qu'on branche au niveau du cœur. Donc, c'est ce qu'on appelle des canules. La canule de drainage permet de prendre le sang au niveau du cœur. On la place soit au niveau de l'oreillette droite, soit au niveau des deux veines caves. Et il y a une canule d'injection, c'est ce qu'on appelle la canule artérielle, qu'on place au niveau de l'aorte. D'accord? Donc, ces deux canules permettent de récupérer le sang, de le faire tourner au niveau de la machine que vous voyez là, qu'on appelle l'appareil de CEC, qui sera réoxygéné et qui sera réinjecté au patient. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié son micro ouvert. Donc, cet appareil-là, elle nous permet de pouvoir arrêter le cœur sans pour autant que la circulation du corps soit arrêtée. Donc, une fois qu'on aura arrêté le cœur, cet appareil va remplacer le cœur et les poumons et permettra d'oxygéner et d'envoyer le sang vers tout le reste des organes pendant que le cœur est arrêté afin qu'on puisse faire la chirurgie. Il y a certaines chirurgies à cœur ouvert qui se font à cœur battant sans cet appareil-là, on les compte sur le bout des doigts. Donc, une fois que le geste chirurgical est fait et fini, donc on laisse le cœur repartir, qu'on a arrêté. Une fois qu'il est reparti, qu'on s'assure que l'état hémodynamique et respiratoire du patient sont satisfaisants, on fait ce qu'on appelle un sevrage de la CEC et on débranche les canules qu'on a mis au niveau du cœur, qui ont permis d'arrêter le cœur. Donc, une fois fini, on ferme les différents plans, on ferme le sternum par des fils d'acier, on ferme les différents plans et puis on ferme la peau. Le patient est ensuite transféré, avant qu'il soit transféré bien évidemment, avant la fermeture, excusez-moi, on va faire une échographie transœsophagienne pour certains patients afin de vérifier le résultat de notre chirurgie s'il est satisfaisant. Ensuite, on va placer différents drains au niveau des différents compartiments, des plèvres si elles ont été ouvertes, du péricarde, au niveau rétrosternal, ce qui va permettre de ramener toutes les sécrétions, qu'elles soient sanguines ou sérosanguines, vers l'extérieur pour éviter d'avoir des infections par collection, pour éviter d'avoir des compressions par cumul du liquide et également pour pouvoir surveiller un éventuel saignement qui sera extériorisé à travers les drains et qui nous donnera le signal d'alarme avant que le patient ne devienne instable sur le plan hémodynamique. Il y a également des petits câbles que vous voyez sur les côtés en bleu, c'est ce qu'on appelle des électrodes, c'est des
c'est comme leur nom l'indique, c'est des petites sondes de stimulation qu'on branche au niveau de l'épicarde, au niveau du cœur, et qui permettront de stimuler le cœur au cas où on a des troubles de la conduction qui font partie des risques post-opératoires. On le verra par la suite. Donc, une fois que le patient est stable, on le transfère en réanimation. Donc, généralement, au moment du transfert en réanimation, il y a toujours une équipe qui attend au lit du patient. Donc, au moins 2-3 infirmiers qui ont déjà préparé le respirateur, préparé les seringues électriques et préparé le lit. Donc, le patient arrive du bloc en réanimation, on le met sur le lit, on le branche au monitoring de réanimation, on s'assure qu'il est stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. Et à ce moment-là, une fois qu'on s'assure que tout est bon, on commence à le réveiller. Donc, l'idéal, c'est de l'extuber le plus tôt possible et d'entamer le réveil le plus tôt possible pour pouvoir évaluer les fonctions neurologiques du patient. Donc, l'analgésie également est un élément très important en réanimation, donc, parce que si la douleur est mal gérée, le patient ne respirera pas correctement et s'il ne respire pas correctement, on risque d'avoir des atelectasies et des pneumopathies donc par conséquence. Donc c'est pour cela que le passage en réanimation est très important après la chirurgie cardiaque et que l'extubation ne doit pas se faire au bloc mais plutôt en réanimation à froid et au calme. Donc, une fois le patient extubé, la mobilisation doit commencer dès son séjour en réanimation. Comme vous le voyez sur l'image en bas à gauche, c'est un patient qui est en réanimation, qui a besoin d'une ventilation non invasive parce que sur le plan respiratoire, il n'est pas encore vraiment au point, mais il est quand même mis sur le fauteuil. C'est-à-dire que moins le patient passe du temps allongé, plus vite il récupérera aussi bien sur le plan physique que fonctionnel. Donc, une fois que le patient ne nécessite plus de surveillance rapprochée, de drogue, d'amine et de soins intensifs, donc on le transfère en chambre. Donc, en le transférant en chambre, donc on commence à le préparer à sa sortie. Donc, généralement, si tout se passe bien, le séjour en réanimation dure 24, maximum 48 heures. Et le séjour en chambre va durer 4 jours maximum. Donc, en totalité, le patient passera une semaine à l'hôpital. Donc, une fois qu'il sera transféré en chambre, le cardiologue et le chirurgien le prennent en charge ensemble. Donc, la visite se fait le matin et puis dans la journée au besoin, et puis une autre visite le soir pour évaluer le patient, surveiller le patient, surveiller les drains s'ils sont toujours en place. Donc, comme vous voyez sur l'image à droite, il y a un dispositif qu'on appelle, c'est un dispositif de recueil qui est généralement branché au petit tuyau, au petit tube, au petit drain que vous voyez branché sur l'image à gauche aux patients, et on doit les évaluer tous les jours et voir quelle est la production tous les jours pour savoir si le patient saigne ou pas, et également pour savoir à quel moment on peut les retirer. Dès qu'ils sont peu productifs, on les retire. Et là, ça dépend des services. Donc, la quantité, il n'y a pas de quantité fixe, mais dépendamment des services, il y a des seuils auxquels les drains sont retirés. Les électrodes, on les retire généralement à J5, c'est-à-dire 5 jours après la chirurgie. Donc, comme je vous ai dit, ils permettent de stimuler en cas de trouble de la conduction, notamment BAV complet. Donc, pour les patients qui bénéficient de pontage, on peut les enlever un peu plus tôt parce qu'on n'a pas eu à aller à l'intérieur du cœur où les tissus de conduction peuvent être lésés. Donc, la biologie également est importante dans la surveillance du patient durant son séjour. En réanimation, ils sont faits de manière rapprochée, parfois au quotidien ou biquotidiennement. En chambre, on peut diminuer la fréquence en fonction de l'état du patient et faire cela 1 jour sur 2 ou voire 2 à 3 fois par semaine. Donc, le plus important, c'est de faire une numération, une CRP, une créatinine et un ionogramme pour pouvoir guetter tout ce qui est infection, anémie, saignement occulte, insuffisance rénale et troubles ioniques. Donc, une fois que une fois que nous retirons les électrodes, on fait une échographie
transthoracique, c'est une échographie cardiaque qui permet d'avoir deux éléments. D'un côté, on vérifie si après l'ablation des électrodes, on n'a pas provoqué un saignement et donc une tamponnade qui pourrait nécessiter une reprise chirurgicale. D'un autre côté, il nous permet de vérifier le résultat de notre chirurgie. Certes, vérifier en réanimation et même en péropératoire, mais il faut toujours attendre que le patient ait récupéré un peu sur le plan cardio-pulmonaire pour pouvoir avoir une vraie évaluation du résultat de la chirurgie. Donc, pendant le séjour du patient en chambre également, il faut vraiment en profiter pour lui donner plusieurs conseils par rapport à l'hygiène de vie qu'il va devoir adopter durant les 2 à 3 prochains mois de sa convalescence. En l'occurrence, comme vous le voyez en bas à droite, on a un spiromètre qui permet aux patients de récupérer sur le plan respiratoire. Il faut les inciter à faire plusieurs séances par jour de 15 à 20 minutes pour pouvoir rapidement récupérer sur le plan pulmonaire. Donc ça, bon, je vous l'ai mis pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Bon, on l'a pas dans tous les centres, mais généralement l'idéal c'est de l'avoir. C'est ce qu'on appelle une télémétrie. Donc ça, c'est des petits patchs comme pour les les ECG qu'on met aux patients chez qui on suspecte des complications probables ou qui ne sont pas totalement hors risque de complications et qui permettent au fait de transmettre le rythme cardiaque ou le tracé du patient dans une autre salle de surveillance et parfois dans tout le couloir où il y a des petits écrans qui transmettent les constantes du patient. Donc, dès qu'il y a un problème chez le patient, on peut rapidement intervenir sans que le patient n'ait à appuyer sur la sonnette. Donc ça, c'est très important parce que ça nous permet aussi de détecter des problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Donc, durant le séjour en chambre, toujours, on en profite pour réintroduire certains médicaments qu'on a arrêtés avant la chirurgie, pour en ajuster certains, pour en introduire des nouveaux. Et surtout, dans notre contexte, étant donné qu'on a beaucoup de patients qui portent des valves mécaniques, il faut éduquer les patients à l'utilisation des antivitamines K, ce qu'on appelle le Syntron. Donc, c'est un médicament qui est assez délicat, qui a besoin d'une surveillance rapprochée, qui est adapté en fonction de l'INR et qui expose à des risques de saignement, d'hématome. C'est des patients qui doivent faire attention, qui vont saigner plus que la population normale, qui doivent éviter tout ce qui est sport ou métier violent à risque, qui expose à des risques de blessures. Et donc, tout ça, donc il faut l'expliquer aux patients. Et au fur et à mesure, il ne faut pas attendre le dernier jour pour lui expliquer, pour lui donner toutes ces informations. Donc, il faut commencer dès le retour en chambre pour qu'il puisse bien intégrer tout cela. Et donc, par la suite, on lui expliquera quels sont les mouvements à éviter, quelles sont les techniques de mobilisation qu'il doit adopter, le temps que son sternum puisse complètement récupérer, puisse complètement consolider. Donc, certains patients, bien évidemment, ce n'est pas le cas ni ici au Maroc ni au Sénégal pour le moment, peuvent être envoyés en centre de rééducation cardiaque. Ça permet une petite transition douce pour un retour à domicile moins brutal. Mais dans notre contexte, étant donné que les patients rentrent directement à domicile, il faut vraiment que nous les préparions durant leur séjour à l'hôpital. Donc, quand j'ai parlé de conseils de mobilisation, en voici quelques-uns que je vous montre pour que vous puissiez facilement les expliquer. Donc, après une chirurgie cardiaque, étant donné qu'on a un peu fracassé le sternum et qu'on l'a recollé, donc on a créé une fracture. Il faut qu'on attende la consolidation. Donc, tous les mouvements qui font mobiliser le sternum vont donner deux choses. Une douleur au patient, et donc qui dit douleur dit mauvaise respiration et donc toutes les complications respiratoires qui en résultent. Et de deux, ça ne permet pas une consolidation optimale. Donc, comme vous avez vu ce monsieur, toujours, il faut se relever, surtout les premières semaines, se mettre sur le côté avant de se relever du lit. Parce que sinon, quand il se relève de la manière habituelle avec laquelle on se relève du lit, eh ben, on fait un appui sur nos mains qui s'est transmis aux épaules, aux clavicules et qui font bouger le sternum.
ça, c'est très douloureux et ça ne permet pas une consolidation optimale. Donc, sur la deuxième image, c'est la deuxième étape. D'abord, il faut que le patient arrive à faire ça avec la tête du lit un peu relevée et ensuite, il l'a fait avec la tête de lit sur un lit plat pour le préparer un petit peu à son lit à la maison, vu qu'ils n'ont pas de lit médicaux à la maison. Bien évidemment, il faut aussi leur expliquer les gestes à éviter. Comme on le voit sur la dernière vidéo, c'est un patient qui fait des mouvements trop amples avec ses épaules et donc qui expose à la mobilisation du sternum. C'est un geste à ne surtout pas faire après une chirurgie cardiaque parce que, voilà, pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc, ces deux gestes-là sont à éviter. D'autres gestes à éviter, par exemple, vous voulez bien faire, vous voulez aider le patient à se relever, ne prenez jamais par une seule main. Donc, soit vous prenez les deux épaules, soit vous l'aidez à se relever comme on a vu sur la vidéo, sur les deux vidéos d'avant. Mais surtout pas ce geste-là. Il faut bien évidemment leur dire de ne surtout pas porter de charge lourde, surtout les 2 premiers mois, jusqu'à ce que la consolidation soit totale. Bon, parfois, on préfère se donner des marges et on leur dit pendant 3 mois d'éviter les charges lourdes, donc pour être sûr que la consolidation est complète. Quand le patient veut tousser ou veut faire des inspirations profondes, il faut leur conseiller de croiser leurs bras, mettre un coussin ou une serviette sur le sternum et serrer fort pour éviter de trop mobiliser le sternum et d'avoir aussi mal. Donc là, ce qu'on voit sur cette image, c'est un gilet thoracique. On ne le donne pas à tous les patients forcément, mais ça aide beaucoup à stabiliser le thorax durant la phase de consolidation et on le conseille surtout aux patients obèses, donc de façon quasi systématique. Donc, quelles sont les complications un peu à guetter? Bon, c'est pas le sujet de cette présentation, mais je préfère quand même vous en parler pour que vous compreniez très bien pourquoi est-ce qu'il faut insister sur les conseils et sur l'éducation du patient durant son séjour d'hospitalisation. Comme par exemple, si les soins de plaie ne sont pas faits correctement, si le patient, une fois qu'il est à la maison, ne se nettoie pas correctement ou surtout au niveau de la zone de la plaie opératoire, on risque d'avoir, au lieu d'une plaie propre comme on le voit à gauche, une plaie infectée comme on le voit sur les deux images qui sont à droite. Donc ça, la première, c'est une plaie qui commence à peine à s'infecter. La deuxième, elle a complètement lâché. Et ce qu'on voit au fond, c'est le sternum avec les fils d'acier. Ça, c'est très, très dangereux parce que ça expose un risque de ce qu'on appelle une médiastinite, c'est-à-dire l'infection du médiastin. Et pour en avoir vu plusieurs, c'est très, très, très difficile à gérer, surtout chez des patients qui sont BPCO, qui sont diabétiques. Donc, c'est des patients qui vont passer de longs séjours en hospitalisation, qui vont être opérés à plusieurs reprises et qui seront vraiment difficiles à gérer malgré l'antibiothérapie. Donc, autant leur expliquer les choses correctement pour éviter d'en arriver là. Les autres complications à guetter, bien évidemment, c'est la pneumopathie. Donc, c'est des poumons qu'on a arrêtés durant la chirurgie, des patients qui ont mal parce que le sternum a été ouvert, donc ils respirent mal. Donc, le risque qu'il y a, c'est le risque de pneumopathie qui est traité généralement, qu'on doit détecter très tôt pour faire une radiographie et mettre des antibiotiques. Si on peut les mettre dirigés, tant mieux, mais au moins les traiter correctement avant de les laisser partir. Donc, il y a aussi le risque de pneumothorax. Donc, normal, on a ouvert le thorax, on risque de faire des brèches sur les plèvres. Si le drap a été retiré trop tôt ou le pneumothorax n'a pas été détecté assez tôt, on peut avoir aussi ces complications-là. D'où l'intérêt de vraiment bien examiner les patients durant leur séjour post-opératoire. Donc, l'examen prend 5 minutes et peut nous éviter beaucoup de catastrophes. L'autre risque, c'est en tamponnade, donc l'épanchement péricardique qui peut se transformer en tamponnade. La plupart du temps, c'est après l'ablation des électrodes, mais ça peut aussi être avant. Donc, comme on le voit sur l'échographie, donc il y a du liquide autour du cœur. Et dans ce cas, le patient peut être soit si on arrive au stade de tamponnade, on peut l'emmener au bloc et lui faire juste une petite ouverture sous-xiphoïdienne pour pouvoir drainer. Et parfois, quand le liquide semble trop hémorragique, on est obligé de reprendre toute la sternotomie pour voir s'il n'y a pas de saignement actif.
L'autre risque, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est le BAV. Ça peut être un BAV de grade 1 ou de grade 2, donc qui nécessite juste des surveillances, comme ça peut être des BAV complets. Donc, dans ce cas, il y a deux cas de figure. Soit c'est un BAV qui est dû à l'inflammation, parce que comme vous voyez sur l'image de droite, les tissus de conduction avec les structures cardiaques sont ont des rapports très rapprochés. Donc, il suffit d'opérer une valve mitrale ou une valve aortique, beaucoup plus la valve mitrale, on risque de léser les tissus de conduction ou tout simplement créer une inflammation. Donc, si c'est une inflammation qui cause le BAV complet, dans ce cas, on met juste des corticoïdes et on surveille pendant une dizaine de jours. Si le BAV ne se résout pas et qu'il est toujours persistant, on conclut alors à un BAV complet permanent. Et dans ce cas, le patient doit absolument bénéficier d'un pacemaker avant sa sortie pour éviter un arrêt cardiaque. Donc ça, c'était un peu les risques, quelques-uns des risques. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Il y a les risques liés à la chirurgie en général, il y en a d'autres liés à la chirurgie cardiaque en particulier, l'endocardite et tout ça, mais je ne veux pas trop vous bourrer d'informations. Peut-être on en parlera dans une autre présentation. Donc après la sortie du patient, quelles sont les suites opératoires? Qu'est-ce que nous espérons des suites opératoires chez le patient? La première des choses, c'est que le patient retrouve le plus vite possible son autonomie, d'où l'intérêt d'une mobilisation précoce, comme je vous l'ai montré dès la réanimation. Au retour en chambre, il faut que le patient marche tous les jours, il ne faut pas qu'il reste cloué au lit. Il est malade, oui, mais il faut qu'il bouge pour qu'il puisse récupérer son autonomie rapidement. Les soins des plaies doivent être faits de manière très rigoureuse. Donc, le patient doit respecter une bonne hygiène pour éviter les complications qu'on a vues précédemment. Il faut aussi contrôler le bilan biologique. Le bilan biologique, donc généralement, on fait une NFS et une CRP une fois par semaine pendant 1 mois. Après, chaque centre a ses propres habitudes. Et si le patient, par exemple, a eu des soucis sur d'autres plans, par exemple hépatique ou rénal, eh ben, on peut ajouter ces bilans-là au bilan de contrôle après la sortie. Le premier contrôle échographique, généralement, se fait à 6 ou 8 semaines. Il faut insister pour que le patient ne soit pas perdu de vue. Et c'est l'occasion aussi qu'il fasse sa première consultation cardio après la sortie. La consultation en chirurgie cardiovasculaire, chez nous, à Dakar, on la fait généralement à 1 semaine, puis on commence à espacer les consultations au fur et à mesure. Dans d'autres centres, ils la font à un mois ou 3 mois. Et donc, tout cela se décide au niveau local. Tout cela dépend de la population, de l'accessibilité qu'a la population aux soins. Par exemple, un patient qui habite près d'un hôpital qui peut rapidement être pris en charge aux urgences pourra être vu dans un délai beaucoup plus loin qu'un patient qui habite très loin ou qui n'a pas d'accès aux soins. Donc, tout ça est à prendre en considération. Mais en tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut insister sur le patient pour qu'il puisse faire ses suivis correctement, surtout les premiers mois après la chirurgie. Par la suite, une fois que le patient récupère complètement, donc après 3 mois, généralement, il n'a plus besoin de consultation de chirurgie cardiovasculaire. Il doit être suivi par son cardiologue. Mais dans certains centres, les chirurgiens préfèrent voir le patient au moins 1 fois tous les ans ou 1 fois tous les 2 ans. Donc voilà, c'est un peu le tour. J'espère que j'ai fait le tour de la question et que ça a été intéressant pour vous, que vous avez un petit peu compris le parcours du patient en chirurgie cardiaque. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis ouverte à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup, Dr Myriam. Je vois que vous avez mis dur et dur, donc c'est à nous de vous dire choukran aussi pour la présentation. Merci. Et surtout pour l'expertise que vous avez partagée avec nous. Donc, vous nous avez permis de lever le voile sur les coulisses de votre métier et surtout de décrypter ce voyage que vit le patient. Donc, la consultation préopératoire, en passant par le bloc opératoire jusqu'au retour à la maison et la rééducation. Franchement, c'était une présentation très, très complète. Mais nous allons quand même passer à la phase de questions. Donc, si des personnes veulent prendre la parole, poser des questions ou écrire dans le chat, je relayerai les questions. Donc, vous pouvez y aller.
Si vous avez des questions, vous levez juste la main et on vous donne la parole. Donc, nous avons, oui, Monsieur Youssouf, Docteur Youssouf. Oui, merci beaucoup Anna pour la parole. Merci à cher maître Dr Myriam pour la brillante présentation. C'est toujours un honneur et avec beaucoup de plaisir qu'on apprend de vous. Donc, cela montre la pertinence de votre formation, mais aussi le suivi dans lequel vous êtes engagé et la formation de vos cadets. Vous avez tantôt parlé dans la présentation de la place du stress dans la prise en charge préopératoire. D'après votre expertise, est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent d'associer les cycles pour faire une psychothérapie préopératoire afin de diminuer le stress préopératoire, car cet stress, elle est assez nuisible pour le corps? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la place des anticoagulants chez les patients qui sont porteurs des hémopathies malignes, telles que la drépanocytose. Est-ce que la période qu'il faut arrêter l'anticoagulation, c'est toujours la même chose que les patients qui ne sont pas porteurs de ces hémopathies malignes-là, ou bien il y a des recommandations particulières à cette population de malades-là? Alors, dans le suivi post-opératoire, vous avez dit tantôt qu'on n'a plus besoin de suivre en chirurgie thoracique et cardiovasculaire les patients qui ont été opérés du cœur au-delà de 3 mois. Chez nous, à Dakar, la plupart du temps, on suit ces patients de façon régulière, comme vous l'avez dit, de 1 an, 2 ans, etc. Est-ce que c'est pertinent, cette suivi-là? Ou bien est-ce que c'est de façon de façon mécanique qu'on le fait? Donc, c'était les 3 questions que j'avais et je tenais vraiment à vous féliciter pour cette brillante présentation, cher maître. Merci Youssouf pour tes questions, merci pour les compliments. Donc, question pertinente. Concernant la question par rapport au suivi psy en préopératoire, bon, on peut le réserver à certains patients parce que la préparation psychologique, on peut la faire nous à notre niveau en tant que médecin CCV ou anesthésiste pour préparer un petit peu. Enfin, la plupart des patients n'ont pas besoin de vraiment un gros soutien psychothérapique pour pouvoir être prêts à la chirurgie. Donc maintenant, si on voit qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, là, c'est à nous de juger, d'avoir l'œil pour pouvoir adresser ces patients justement à des spécialistes qui pourront les aider à mieux être préparés. Maintenant, il y a peut-être un petit détail aussi dont j'ai pas parlé, c'est que dans la plupart du temps, ces patients, on peut les mettre sous des anxiolytiques avant la chirurgie pour pouvoir les détendre et pour qu'ils ne soient pas trop stressés avant la chirurgie. Il y a beaucoup de centres qui le font de manière systématique 1 ou 2 jours avant la chirurgie. Donc, concernant les anticoagulants, donc pour tous les patients, justement, c'est là qu'intervient l'anesthésiste ou parfois même nous, les chirurgiens, si c'est nous qui gérons. Pour les hémopathies malignes, justement, en fait, l'arrêt des anticoagulants dépend des risques qu'on prend en les arrêtant. C'est-à-dire que d'un côté, les risques qu'on fait courir aux patients en les arrêtant, c'est là qu'on se dit que peut-être on va les arrêter et les relayer par des anticoagulants injectables comme les paris, qui sont plus faciles qui ont une durée de vie moins longue et donc dès qu'ils sont arrêtés, on peut opérer dans les heures qui suivent. Donc c'est ça qu'on fait en général pour les patients chez qui on ne peut pas arrêter les anticoagulants. On peut aussi aller pour les antiagrégants plaquettaires par exemple aussi. Chez certains patients, on arrête tous les antiagrégants. Pour d'autres, on les continue jusqu'à la chirurgie. Là encore, ça dépend de quel centre. Dans quel centre on opère, par exemple. Si le centre peut facilement avoir des plaquettes, peut facilement avoir certains produits sanguins qui permettront de contrôler l'hémorragie en cas de saignement, eh ben, on peut arrêter ces médicaments le plus tard possible. Donc, au fait, ça dépend des patients. Pour le suivi après 3 mois, comme je l'ai dit, en fait, ça dépend des centres.
Ça dépend de l'accès qu'a le patient aux soins. Par exemple, dans notre contexte, le patient, si on l'oblige pas à revenir nous voir, il va facilement être perdu de vue. Et dans notre contexte, si par exemple il va dans une autre ville où il y a par exemple des médecins qui n'ont pas l'habitude de prendre en charge des patients opérés du cœur, qui ont eu des chirurgies cardiaques, eh ben, on risque d'avoir des catastrophes. Les patients qui viennent avec des complications très tardivement détectées. C'est pour ça que dans notre contexte, il vaut mieux qu'on garde un petit contact avec le patient au moins une fois par an. Donc, par exemple, donc on les voit à Dakar, on les voit il y a une semaine, puis à un mois, je pense, puis 3 mois, je pense, puis 6 mois, et après, c'est une fois par an, une fois tous les 2 ans. Donc, voilà. Si on est sûr, par exemple, qu'on a une équipe qui gère bien et qui contrôle bien, eh ben, un cardiologue qui sait détecter tout ça, eh ben, on peut laisser le suivi, arrêter le suivi chirurgical bien plus tôt et le laisser suivre avec son médecin. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Oui. Monsieur Salif, oui, allez. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, cher maître, pour la présentation. Je tiens à tous les membres qui ont organisé cette session. Je tiens encore une fois de plus à remercier la chère maître pour la présentation. On a suivi avec beaucoup d'intérêt et on a appris beaucoup de choses durant la présentation. Moi, ma question, c'est une question qui part dans la même optique des stress opératoires. Maintenant, on sait que dans toute la chirurgie, parfois les patients sont stressés. Vous avez dit on peut mettre des anxiolytiques pour calmer le stress avant l'intervention. Maintenant, la chirurgie cardiaque, c'est une chirurgie qui a plus de stress, je peux le dire, parce qu'il y a les cœurs qui interviennent dans le stress. Maintenant, quelles sont les complications qu'on peut peut-être avoir si, par exemple, on ne prend pas en charge les stress des patients avant l'intervention chirurgicale? Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, les risques, si on ne prend pas en charge le stress préopératoire, bon, déjà, c'est d'avoir un patient très, très anxieux et très inquiet. Donc, au moindre petit souci, le patient peut être agité, difficile à contrôler, la douleur sera maximisée. C'est généralement des patients qui ont plus mal que les autres. C'est des patients qui peuvent avoir des agitations psychomotrices après la chirurgie qu'ils ne contrôlent pas, c'est pas intentionnel. Ils peuvent aussi renier la chirurgie et donc vouloir sortir très rapidement après la chirurgie, donc difficile à retenir en hospitalisation. Donc ça, c'est les petits risques, on va dire, qui sont encourus, mais généralement, on fait tout pour essayer on a généralement la main facile sur les anxiolytiques, on a le recours au psychologue ou au psychiatre pour pouvoir rapidement aider le patient à retrouver son calme et à être un peu moins anxieux. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Charlotte, pour Je vous en prie. maintenant, mais sur le plan cardiaque, il n'y a pas de risque que les patients courent, parce que vous avez parlé dans votre présentation, par exemple, de bloc, de type 1 et de type 2. Dans ce cas, sur le plan cardiaque, il n'y a pas de complications que les patients peuvent recourir. C'est-à-dire, est-ce que le stress psychologique peut avoir un impact sur... pas vraiment. Ça peut donner une petite tachycardie, des palpitations, oui. Oui, mais pas
pas aussi significatif que ça. C'est-à-dire les BAV, par exemple, on trouve, c'est pas le stress psychologique qui va donner un BAV ou qui va donner un trouble de la conduction ou un trouble du rythme. Ça peut donner des tachycardies, une accélération du rythme cardiaque, mais voilà, pas plus. D'accord, merci beaucoup pour la réponse Je vous en apportée prie. et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci, docteur Myriam, pour ces réponses. Il y a un participant, par faute de connexion, qui m'a envoyé un message. Donc, sa première question, c'est à savoir, en cas de pneumopathie ou de pathologie ORL, combien de temps faut-il attendre après la guérison avant de pouvoir programmer le patient au bloc opératoire? Peut-on l'opérer immédiatement après la guérison ou faut-il respecter un certain délai? Oui. Donc, concernant les infections respiratoires ORL, dès que, immédiatement après la guérison, on peut les opérer. C'est-à-dire, par exemple, pour une otite, s'il a besoin d'une semaine ou de 10 jours de traitement, et ben, dès qu'il finit les 10 jours, et ben, on peut l'opérer. Certains anesthésistes et certains chirurgiens préfèrent, par exemple, se donner une semaine après. Donc, mais généralement, dès qu'on finit le traitement et bien évidemment qu'on s'assure que le foyer est complet et détergé, à ce moment-là, on peut l'opérer. Donc, il n'y a pas de délai. Voilà. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question, c'est quel est le taux d'hémoglobine minimal toléré pour pouvoir opérer un patient en chirurgie cardiaque? Et aussi, quelle est la durée de validité des bilans préopératoires? C'est-à-dire les examens préopératoires doivent-ils dater de moins de combien de temps avant l'intervention? Pardon, pour l'hémoglobine, j'ai entendu, mais la suite, j'ai pas entendu. Ça s'est coupé. Je me demande quelle est la durée de validité des bilans préopératoires? C'est-à-dire pour être actif. D'accord. Donc, concernant le taux d'hémoglobine, bon, l'idéal, c'est d'avoir un taux d'hémoglobine supérieur à 10. L'idéal. 10 ou plus. Bien évidemment, ça dépend aussi de l'urgence de la chirurgie. S'il faut absolument qu'on l'opère, eh ben, on le transfusera en opératoire. D'accord. Donc, il arrive parfois qu'on opère des patients à 9. Donc, mais l'idéal, c'est que ce soit supérieur à 10. Donc, la deuxième question, c'est la validité des bilans. La validité des bilans, par exemple, dans notre contexte, c'était 1 mois. Pas tous les bilans. La consultation ORL et dentaire, 6 mois. Et le bilan biologique, 1 mois. Il y en a qui dépassent de quelques jours parfois, qui acceptent si tout est OK, si le patient ne présente aucun signe clinique inquiétant. La radiologie, pareil, 1 mois, ou idéalement dans la semaine qui précède la chirurgie. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on attend que le patient arrive en hospitalisation, on lui fait la radio. Mais sinon, voilà. Voilà, c'est tout. C'était ça, c'est le bilan biologique. Le CG, l'écho-cœur, pareil, 6 mois. Et le CG, eh ben, il faut en avoir un fait en même temps que l'échographie cardiaque de diagnostic. Sinon, une fois que le patient est admis, eh ben, on lui refait le CG à l'admission. Voilà. Merci beaucoup, docteur Myriam, c'est très clair. Je vois le docteur Farida. Allez-y pour votre question. Merci pour la parole. Bonsoir, cher maître. Bonsoir. Ce fut un plaisir de vous écouter comme d'habitude. Merci. Lors de votre présentation, vous avez parlé tantôt des complications post-opératoires, notamment le BAV complet qu'on pourrait avoir et qui peut pousser à administrer des corticoïdes au cas où il serait prolongé. Maintenant, dans le cas où on a un patient qui a un BAV complet et à qui on doit donner des corticoïdes, mais qui en même temps présente des signes infectieux ou d'endocardite,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il serait judicieux de mettre quand même les corticoïdes bien sûr, en majorant le risque de diminution de l'immunité, ou alors on va directement placer un pacemaker dans ce cas-là? Merci, c'est tout. Donc, chez ce patient-là, déjà, la pose de pacemaker est contre-indiquée parce qu'il y a une infection. Pas contre-indiquée formellement, mais il vaut mieux éviter de mettre un pacemaker si le patient a une infection quelconque, et encore plus si c'est une endocardite, parce que les sondes de stimulation vont être mises à l'intérieur du cœur, et donc c'est du matériel étranger qui risque de rendre difficile la guérison de l'endocardite. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est détecter le germe, c'est-à-dire on fait des hémocultures pour détecter le germe responsable de l'endocardite. On introduit des antibiotiques probabilistes qu'on réajustera par la suite, et là, à ce moment-là, on peut donner des corticoïdes. On peut donner les corticos si on est couvert par des antibiotiques. D'accord. À ce moment-là, on surveille. Et maintenant, chez ce patient-là, on le laissera sous ces électrodes externes qu'on avait mises avec un boîtier de stimulation. Et le pacemaker, on ne pourra le mettre qu'une fois l'infection est contrôlée et que voilà, le foyer soit en cours de détertion. C'est vrai, c'est des cas qui sont un petit peu compliqués à gérer. Et donc, voilà. Maintenant, il y a des pacemakers qui ont commencé, des pacemakers qui sont maintenant commercialisés, qu'on n'a pas encore, mais je pense qu'il va bientôt y avoir une mission à Dakar où ils vont poser peut-être ce type de pacemaker qui sont sans fil. C'est-à-dire, il n'y a pas de sonde de pacemaker, c'est des pacemakers qu'on met sans fil. À ce moment-là, eux, ils ont moins de risque d'infection, et peut-être qu'eux, ce genre de pace, on pourra les mettre même s'il y a une infection en cours chez le patient. Mais voilà, donc j'espère que ça a répondu à la question. Oui, docteur, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc je pense qu'on a fait le tour des questions. Docteur Youssouf, vous avez une question? Pardon? Ça coupe un peu, Anna. J'ai pas entendu. Docteur Youssouf, je vois qu'il a levé la main. Je pense qu'elle est restée levée depuis tout à l'heure. Youssouf, tu as une autre question? Oui, cher maître. Désolé, hein, je me suis perdu dans mes notes tout à l'heure. Là, j'avais une dernière question la place de l'ETO en post-opératoire immédiat. Désolé, ça sort un peu du cadre de la présentation, mais bon, comme vous avez parlé de l'ETO dans la présentation, j'en profite. Quand est-ce qu'on doit le faire en post-opératoire immédiat? C'était ça. D'accord. Le Théo, de façon qui n'est pas systématique, on l'a fait généralement en opératoire, d'accord, pour certaines chirurgies, dans certains centres qui ont accès à l'ETO. Donc, on fait l'ETO en opératoire pour vérifier le résultat sur place. Maintenant, en post-opératoire, l'indication, elle est très ciblée. Donc, ça dépend. Si par exemple, on a une endocardite et qu'on n'arrive pas très bien à l'évaluer à l'échographie, à l'ETT, là, on peut faire une ETO. C'est-à-dire, on revient aux indications de l'ETO habituelles. Ça ne se fait pas du tout de manière systématique. On essaie d'être le moins invasif possible et on se contente de l'échographie transthoracique. L'ETO vraiment est réservé dans les cas où on n'arrive pas à y voir clair à l'ETT. Voilà. Donc, c'est pas systématique. Est-ce que ça répond à ta question, Youssouf? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Très bien, je t'en prie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
Docteur Myriam, je pense que je vais poser une question. Donc, j'aimerais savoir quel protocole d'analgésie privilégiez-vous pour favoriser l'ambulatoire? Donc, dès les premières heures, en tout cas, comme vous l'avez expliqué, je pense que vous privilégiez la mobilisation le plus rapidement possible. Donc, vraiment, j'aimerais savoir quel protocole vous utilisez pour avoir un score de douleur le plus bas possible. Et l'idéal, pour l'analgésie, c'est de l'utiliser au bon moment. C'est-à-dire que le type de molécule qu'on utilise, bien sûr, on commence par le basique, le paracétamol, l'acupan. Maintenant, si ça marche pas, on peut aller plus loin. Bon, les anti-inflammatoires, on peut les utiliser 2 jours après la chirurgie, mais il faut après les arrêter, sinon ça ne favorise pas la consolidation. Donc, on commence par paracétamol, acupan. On peut aller plus haut en introduisant soit de la codéine ou du tramadol. Donc, l'essentiel, c'est d'introduire l'antidouleur ou les antalgiques avant la survenue de la douleur ou vraiment tout au début. Parce qu'une fois que la douleur s'installe, ça c'est de manière générale, une fois qu'une douleur s'installe et qu'on commence les antalgiques, au fait, les antalgiques qui sont moins efficaces. Et les patients opérés, enfin, les patients post-opératoires de chirurgie cardiaque, on sait qu'ils vont avoir mal. Donc, l'idéal, c'est durant les premiers jours, surtout les 48 heures ou 3 premiers jours, c'est de mettre les antalgiques, paracétamol et acupan, par exemple, ou de manière systématique. D'accord. En réanimation, ils vont même plus loin. Le premier jour, ils peuvent même mettre de la morphine, d'accord, de la morphine par voie intraveineuse. Et nous, par exemple, en hospitalisation, on peut l'introduire par des comprimés à la demande. Donc, les premiers jours, tu l'instaures de manière systématique. Maintenant, après les 3 premiers jours, en fonction du profil du patient, tu peux l'arrêter et demander, bien sensibiliser le patient pour qu'il nous fasse appel dès les premières minutes de la douleur pour qu'on puisse lui administrer les traitements. À partir de 3 jours, on peut déjà passer à la voie orale, paracétamol, acupan aussi, on peut le donner par voie orale, sous la langue, et comprimé de morphine aussi, si besoin. Voilà. L'essentiel est aussi de les introduire, par exemple, si le patient sait qu'il va se lever, donc le mouvement de lever est généralement un peu douloureux, et 20 minutes avant, on lui donne du paracétamol. Si on sait qu'on va lui retirer les drains, 20 minutes avant, on lui donne des antalgiques. En fait, tous les gestes qu'on sait qui vont faire mal, on introduit les antalgiques 20 minutes avant. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Myriam. Vos réponses sont toujours complètes et très claires à comprendre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arriver au terme de ce webinaire. Donc, voilà. Merci en tout cas, docteur Myriam, pour ce moment riche en partage d'expériences très enrichissant. Je vais donner la parole à Ramatoullah Imbo, qui va donc clôturer la séance. Ok. Merci beaucoup, Anna, pour la parole. Bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, nous tenons, au nom de toute l'équipe, à exprimer notre gratitude ainsi que notre admiration à notre cher maître, le docteur Myriam Bizral, donc pour sa brillante présentation, qui a vraiment, mais vraiment su nous tenir en haleine et répondre aux différentes questions de manière vraiment très, très claire et très concise. Sans oublier, bien évidemment, notre chère modératrice, que nous félicitons vraiment pour son travail, ainsi que pour son dévouement au sein de Vifaya Plus. Et enfin, nous allons remercier chaleureusement notre auditoire pour son intérêt porté à la question, à cette brillante présentation encore une fois, ainsi qu'à l'intérêt porté à l'ensemble de nos activités. Donc sur ce, nous allons nous dire à très bientôt pour de nouvelles séances, ici sur Vifaya Plus. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Shukran bzaf, docteur Myriam. Vas-y.
Au revoir tout le monde. Ok, au revoir docteur et bonne